Bonjour à tous et merci d'assister à ce séminaire sur les stratégies de dette et les stratégies de mobilisation des ressources intérieures. Effectivement, la mobilisation des ressources intérieures est devenue une priorité depuis quelques années. À Addis Abeba, lors de la conférence qui a eu lieu sur le financement du développement, il y a eu la prise de conscience que la mobilisation des ressources intérieures était un facteur clé du financement des ODD, des objectifs de développement durable. Et cette prise de conscience s'est renforcée ces dernières années. Pourquoi elle s'est renforcée? Elle s'est renforcée parce qu'il y a euh, cette fameuse impossibilité des milliards au trilliard, et on s'est aperçu que le financement des ODD, et notamment le financement des biens publics mondiaux, et au premier rang desquels le changement climatique, nécessitait des sommes considérables, et que ces besoins de financement ne pouvaient pas être couverts par les sources habituelles du financement du développement. Et donc, la mobilisation des ressources internes devient non plus une priorité, elle devient la priorité. Deux éléments peut-être pour montrer que cette prise de conscience s'est transformée en priorité. Le premier, c'est le programme français de soutien à la mobilisation des ressources intérieures, avec près de 130 millions d'euros sur 6 ans pour renforcer les capacités techniques de mobilisation des ressources intérieures publiques, notamment et essentiellement fiscales. Et donc, c'est vraiment une priorité pour l'aide française. Et ce séminaire est organisé dans le cadre de ce programme, de cette plateforme MRIP auquel la FERDI participe. La deuxième manifestation de cette prise de conscience devenue une priorité, c'est la récente initiative conjointe du FMI et de la Banque mondiale sur la mobilisation des ressources internes. Et quand on regarde d'un peu plus près le document auquel j'invite les lecteurs à se référer, les auditeurs à se référer, sur la présentation de cette initiative, on voit que un des trois piliers pour la mobilisation des ressources intérieures, c'est le développement des marchés de la dette publique, et notamment des marchés de la dette publique en monnaie locale, qui s'adressent à l'épargne locale. Donc là, on est dans la mobilisation de l'épargne locale et évidemment pour faciliter aussi la gestion de la dette. Donc on voit bien qu'il y a des liens tout à fait évidents entre les stratégies d'endettement durable, de gestion de la dette, et les stratégies à moyen terme de mobilisation des ressources internes. Alors, on a parlé effectivement du développement des marchés publics en monnaie locale. C'est sans doute la plus importante des interactions entre ces deux stratégies, stratégie de dette et stratégie de mobilisation des ressources internes. Mais il y en a d'autres, évidemment. La capacité à mobiliser des ressources fiscales est un facteur important et même un facteur clé d'accès aux marchés, que ce soit les marchés internationaux ou les marchés domestiques. Et c'est d'ailleurs un élément important de l'appréciation des agences de notation, qui elle-même est un facteur clé de l'accès au marché. Deuxième interaction entre ces deux stratégies, c'est que quand il y a un choc exogène sur les marchés de la dette, par exemple, et on est vraiment dans ces circonstances avec le choc qu'a constitué l'augmentation des taux d'intérêt américains, lié lui-même à une poussée mondiale et globale d'inflation, eh bien, c'est la capacité à mobiliser plus de ressources domestiques, plus de ressources internes, sous la forme de recettes fiscales, mais aussi sous la forme de mobilisation de l'épargne domestique, qui est clé pour atténuer les problèmes de liquidité quand il y a une fermeture ou une quasi-fermeture des marchés internationaux et un rétrécissement du potentiel même sur les marchés domestiques.
Et ça permet effectivement de faire face à ces problèmes de liquidité sans affecter ni les dépenses d'avenir, qui sont évidemment clés pour le développement, ni les dépenses sociales qui sont clés pour la stabilité politique. Une autre interaction, et puis je m'arrêterai là parce que je ne veux pas être trop long entre ces deux stratégies, c'est c'est l'interaction symétrique. C'est-à-dire que quand il y a une stratégie d'endettement qui limite la vulnérabilité à des chocs exogènes, par exemple en allongeant la maturité des emprunts sur les marchés internationaux comme les marchés domestiques, avec des clauses contingentes en cas de catastrophe climatique, etc., eh bien, ça accroît la faisabilité de la stratégie de mobilisation des ressources internes sur le moyen terme pour permettre de faire face à ces chocs d'endettement. Je ne vais pas aller plus loin dans la description du projet et parce qu'on a réuni autour de la table virtuelle un groupe important d'experts avec des points de vue évidemment différents et complémentaires, d'experts du FMI, d'experts de la commission de l'UMOA, d'experts du Trésor français et du Club de Paris, d'experts de la région CEMAC avec le directeur de la dette de la Caisse congolaise d'amortissement. Voilà, je passe tout de suite la parole au Fonds monétaire international et à Monsieur Tordur Johansson, chef adjoint de la division dette et marchés de capitaux au sein du département des marchés monétaires et de capitaux du FMI. Mr. Johansson, the floor is yours. And again, thank you very much to be. Monsieur Johansson, la parole est à vous. Et une fois de plus, merci d'être autour de cette table virtuelle. Merci beaucoup. C'est effectivement un plaisir d'être des vôtres et merci d'avoir présenté le sujet et d'avoir fait référence à la nouvelle initiative. Et il est particulièrement intéressant de faire partie ou de participer à ces disciplines sur la politique fiscale et les marchés, même si ce n'est pas totalement différent. Et je pense que c'est une bonne opportunité d'en parler. Et j'ai préparé quelques diapositives et je serai ensuite suivie par ma collègue Catherine Baer, qui est du département des affaires fiscales du Fonds monétaire. Et comme je ne peux pas le faire moi-même, je dois me reposer sur Fabienne pour passer les diapositives. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sinon, vous pouvez passer maintenant à la suivante. Comme je ne fais pas la présentation en français parce que j'ai arrêté mes cours de français pendant la pandémie de la COVID et je n'ai pas repris depuis, mais si vous pouvez me le mettre en mode présentation, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour être sûr que nous parlons de la même chose, bien entendu, les politiques fiscales, pensez à la politique fiscale comme étant la base pour de la stabilité macroéconomique, qui recherche l'équité, la stabilité et la croissance durable. Et le résultat, bien entendu, c'est d'arriver à un équilibre primaire à travers la fiscalité, cela nous le savons, et l'économie. L'autre discipline, c'est la gestion de la dette. Et pensez à la gestion de la dette comme étant un filet de sécurité qui permet d'assurer les besoins de financement au coût le plus bas et gérer cela de façon efficace. Et la manifestation du résultat de cette gestion se fait en général au travers de références stratégiques qui montrent réellement quelle est la composition de la dette. Si l'on pouvait passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ensuite, comme vous l'avez dit, Bruno,
Vous avez parlé des interdépendances de politique et cela existe et c'est la raison pour laquelle il est bon de regarder les deux choses en même temps. Et si l'on regarde un petit peu plus en détail comment elles s'influencent mutuellement, la structure de la dette impacte directement les coûts de la fiscalité et la durabilité, la soutenabilité de la dette. Et par ailleurs, nous avons les niveaux de la fiscalité qui réellement dictent la situation. Comme vous le savez, des erreurs peuvent augmenter le coût du service de la dette et des politiques fiscales qui ne sont pas très bonnes peuvent avoir un impact également sur le coût du service de la dette. Donc, il faut comprendre ces liens et, et communiquer de façon efficace est également très important. Et nous pouvons passer à la diapositive suivante. Donc, ce lorsque l'on pense au profil futur de la dette, c'est vraiment la boule de cristal pour la politique fiscale. Et les éléments à prendre en compte sont réellement le service de la dette, quelle partie des recettes sera disponible pour le service de la dette. Et n'oubliez pas que si les recettes sont utilisées pour le service de la dette, il ne peut pas être utilisé pour financer d'autres dépenses. Donc, c'est vraiment des éléments dont il faut tenir compte dans la gestion de la dette. Et donc, ensuite, il y a la vulnérabilité. Bien entendu, si l'on a des risques de plus élevés en raison de la structure actuelle de la dette, est-ce que la dette est soutenable en matière ou lorsque l'on regarde un petit peu plus vers l'avenir? Ah, l'interprète signale qu'on n'entend plus l'orateur. Ah si, c'est revenu. Puis la composition des marchés, comme par exemple les devises étrangères, les devises locales, les taux d'intérêt fixes, etc. Tout ceci a un lien avec la stabilité des coûts du service de la dette qui vont affecter les résultats de la fiscalité. Et un autre domaine que l'on ne regarde pas suffisamment, c'est la base d'investissement pour savoir quel est l'investissement de cette base d'investissement, les devises locales. Et comme je l'ai dit, cela agit souvent comme un filet de sécurité. Il faut se demander également quel type de dette que on peut avoir, notamment pour la dette extérieure, dans quelle mesure ces éléments sont stables, quels sont les engagements, est-ce que vous êtes en train de mettre en place un suivi. Et c'est vraiment le fondement de tout ceci. Merci. Diapositive suivante. Et bien entendu, le fondement de la politique fiscale, c'est la gestion de la dette qui donne une crédibilité. Et vous avez donc la dynamique des recettes et des dépenses qui sont des éléments clés pour établir une base d'analyse sur cette gestion de la dette. Et ensuite, il y a le lien conjoint avec la confiance de l'investisseur. Plus la confiance est grande, plus les taux d'intérêt seront faibles. Et comment est-ce que les dynamiques des recettes et la composition des recettes peuvent également donner des informations importantes pour déterminer la composition de la dette publique? Donc, si vous avez des recettes en devises étrangères, ceci implique que vous pouvez emprunter plus en devises étrangères. Quelle est la stabilité? À quel moment? Ce sont tous des facteurs qui doivent être présents lorsque l'on fait une analyse de la gestion de la dette. Et bien entendu, il faut déterminer également l'espace fiscal. Quelles sont les perspectives? Est-ce que les perspectives sont bonnes ou pas? Et cet espace fiscal va déterminer la dette que vous pouvez supporter et ceci doit également être pris en compte en matière des attentes à long terme, en matière donc de soutien de la dette à long terme. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ceci m'amène à vous parler de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme et je pense que
Il y a eu beaucoup d'efforts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire pour soutenir le développement des capacités, des stratégies de gestion de la dette, notamment au cours des 10 dernières années. Et si je vous donnais simplement un exemple, si l'on regarde 85 pays à faible revenu, au début, très peu avaient des stratégies de gestion de la dette. À l'heure actuelle, pratiquement la moitié sont à même de préparer leur propre stratégie de gestion de la dette, quelquefois avec un petit peu de soutien. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Et parce que ceci permet de faire le lien avec la gestion de l'objectif de la gestion de la dette en fonction des risques et d'opérationnaliser ces risques. Et en même temps, c'est une communication, un élément de communication et un effort de communication avec les différentes parties prenantes au sein du gouvernement, des banques centrales, du ministère de l'économie, du ministère des Finances, qui se mettent d'accord sur un plan et ensuite ce plan est mis en œuvre par l'unité de gestion de la dette. Et ce n'est pas toujours chose aisée parce que dans beaucoup d'économies en développement, le bureau de la gestion de la dette, on sait que cela est fragmenté et c'est entre différentes entités, aussi bien sur le plan intérieur et très souvent à travers plusieurs ministères. Donc, ceci lie tous ces efforts pour en faire un effort global et permettre un système de responsabilisation. Et bien entendu, cette stratégie de gestion permet au gouvernement de l'unité de la gestion de la dette de communiquer réellement l'intention lorsqu'il s'agit des questions de la dette à l'avenir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, cette diapositive vraiment de base vous montre les interactions, comment tout ceci se met en place de manière graphique. Vous avez ce que je viens de vous expliquer, les recettes, les dépenses, les exigences d'emprunt. Et ceci peut être une analyse interactive lorsque l'on fait ou que l'on essaye de réparer les stratégies, parce qu'il se peut qu'il y ait des limites du côté de l'emprunt qui peuvent impacter les politiques fiscales. Dans le cas des économies en développement, cela est souvent la disponibilité de financement à long terme et des sources de financement qui demandent une planification très prudente et, et ceci peut impacter les politiques fiscales et la base de la politique fiscale, parce que si l'on a des déficits, si l'on est en situation de déficit, que l'on a des besoins d'investissement, on ne peut pas, et que l'on a des besoins de financement, cela crée une contrainte bancaire. Et tout ceci s'intègre, bien entendu, dans cette composition. Donc, quelquefois, je regarde la stratégie de gestion de la dette comme étant non seulement sous la perspective de la stratégie, mais également en se disant que c'est un moyen d'obtenir des accords entre les différentes parties prenantes et s'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et enfin, une autre façon de regarder cela, parce que souvent, c'est plus facile de parler de ces choses en tant que concept. Il faut coordonner la mobilisation des recettes, la gestion de la dette et le développement des marchés. Mais comment est-ce que nous communiquons? Et quelquefois, il est utile de penser aux interactions en termes d'unité, de compte que nous connaissons et sur lesquels nous sommes tous mis d'accord et nous avons différents cadres pour la planification et la préparation. Et je trouve qu'il est facile de regarder les choses sous la perspective de la partie élevée de la partie supérieure de ce diagramme avec cette analyse de durabilité, de soutenabilité et de regarder donc le moyen terme. Et ensuite, il est extrêmement important de réfléchir à la mise en œuvre dans le cadre de l'année budgétaire. Comme nous le savons, nos plans peuvent changer. Il peut y avoir des évolutions inattendues. Et ces dernières années, cela a été assez important avec la pandémie, les évolutions sur le plan politique dans différents pays. Donc, il faut réellement être à même de communiquer avec les différentes entités
pour s'assurer que les décisions sont bien informées, éclairées et il y a différents cycles au sein de l'année, que l'on fait face aux emprunts inattendus. Nous savons tous cela, mais c'est quelque chose de très important et c'est également un défi important parce qu'il se peut que ces liens n'aient pas toujours été très actifs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ceci nous amène à parler des défis et des boucles de retour d'informations qui sont insuffisants. Une autre façon de le dire, c'est qu'il faut qu'il y ait davantage de communication entre les différentes parties prenantes en matière de politique fiscale, de gestion de la dette et de marché pour que des décisions éclairées puissent être prises. Et l'on ne peut pas prendre de bonnes décisions à moins d'avoir les informations. Et Catherine vous parlera également davantage de la rigidité quand il s'agit de la mise à jour des projections et de la préparation de projections qui sont différentes de celles que l'on a dans le budget. Mais ceci est extrêmement utile et il y a également l'absence de partage d'informations, l'absence de connaissances concernant le processus pendant la formulation des cadres et, chose non moins importante, le cadre budgétaire doit être mise à jour et je pense qu'on y viendra dans la présentation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais conclure ma partie en disant que c'est essentiel pour les décideurs et les responsables politiques de comprendre ces interdépendances entre recettes, dépenses et politique de recettes, dépenses et de politique fiscale. C'est très important. Et ensuite, l'appel à l'action, c'est d'améliorer ces mécanismes de coordination, notamment dans les économies en développement. Donc, pour s'assurer réellement que les informations circulent librement et bien entendu que la qualité des informations et le processus d'information est suffisamment solide pour comprendre les objectifs et répondre aux objectifs des politiques fiscales et de gestion de la dette. Et il y a souvent un besoin de renforcer les capacités en matière de développement, non seulement au niveau technique, mais au niveau des politiques, et donc de faire une évaluation et les efforts de Fonds monétaire ont beaucoup porté sur ces aspects techniques et le niveau politique est venu un petit peu après, ce qui est, il n'y a pas toujours de forte demande pour ce type d'analyse ou d'information. Donc, dans ce contexte, les- le- le- l'initiative de mobilisation des ressources domestiques, cette initiative conjointe, et montre cette interdépendance, cette coordination et de permettre de comprendre les choses mieux pour créer davantage de demandes ou d'une bonne analyse dans ce domaine. Bien, ça c'est ma dernière diapositive et c'est un plaisir maintenant de passer la parole à ma collègue du département des affaires fiscales. La parole est à vous, Catherine. Merci beaucoup, Thor. Je voudrais maintenant passer directement aux aspects qui portent sur l'aspect fiscalité, notamment les recettes. Il y a tellement de points que vous avez soulevés, y compris les dépenses, mais je voudrais me concentrer sur la stratégie des recettes à moyen terme, simplement pour que les choses soient plus faciles pour en parler de ces questions. Donc, très brièvement, je vais vous parler de ce qu'est une stratégie des recettes à moyen terme, l'approche, y compris ces quatre composantes interdépendantes. Un exemple de la proposition de recettes, de stratégie des recettes à moyen terme, c'est un petit peu plus concret. Et combien de pays et quels pays actuellement ont entrepris cette stratégie de recettes à moyen terme? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer de le faire au fur et à mesure. Je vais m'y mettre en anglais, voilà. Bien.
La stratégie de revenus à moyen terme, l'idée ici, c'est d'avoir une fiche de route à haut niveau de la réforme du système fiscal. Tu auras parlé du court terme et du moyen terme. Et la stratégie des recettes à moyen terme, c'est le côté recette de cette réforme du système fiscal et de l'administration fiscale et du cadre juridique sur 4 à 6 ans. Et l'idée est que le gouvernement exprime la stratégie de façon claire de- de- dans l'idée de mobiliser ses propres ressources pour financer ses besoins de financement et également pour avoir les incitations, les mesures incitatives appropriées pour le développement social et économique. Donc, si l'on regarde les deux côtés, non seulement il y a des besoins en matière de recettes, mais comment est-ce que le gouvernement va recueillir ces recettes et quel en sera l'impact sur l'économie et la société? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est là une diapositive très chargée, mais peut-être que l'élément le plus important, c'est peut-être l'élément le plus important de la présentation parce que cela montre ce qu'est une stratégie des recettes à moyen terme et qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que nous, les pays, avons fait avant, d'une certaine façon. Bien sûr, nous travaillons à améliorer la qualité du système fiscal, y compris dans le contexte de la réalisation des objectifs de développement durable. Et la mobilisation des ressources est un de ces objectifs et d'autres sont liés à un immense besoin de dépenses pour réaliser les besoins et les objectifs des pays en développement. L'idée est de ventiler en mettant l'accent sur les mesures à court terme, ce que beaucoup de pays font pour l'année à venir, et c'est tout, et s'engager à des réformes plus exhaustives du système fiscal dans un cadre temporel plus long. Et ceci aide également les gouvernements à rehausser le profil du système et des réformes du système fiscal et accroître la responsabilisation du gouvernement, à savoir que les recettes sont levées dans des objectifs de dépenses et faire ce lien, comme l'a souligné Thor dans sa partie de la présentation, est extrêmement important. Donc, faire le lien entre les recettes et les dépenses et les besoins de dépenses et de financement. Et ceci permet également de donner, notamment dans ce contexte de volatilité et de défis macroéconomiques et de défis sociaux, une certitude plus grande en matière de recettes et une image plus claire des revenus éventuels à moyen terme sur 4 à 6 ans. Et cela permet également d'impliquer l'ensemble des agences du gouvernement et des entités du gouvernement, les universitaires, la société civile, le secteur privé, pour la mobilisation de ces ressources nécessaires. Et là encore, c'est un des aspects les plus importants de la levée des recettes dans tous les pays, pas uniquement dans les pays en développement. Et nous voyons donc les difficultés auxquelles tous les gouvernements sont confrontés pour faire face aux besoins des parties prenantes et répondre à leurs besoins en levant des recettes supplémentaires et en façonnant le système fiscal sur la base de ce dont chaque pays a besoin. Donc, impliquer l'ensemble du gouvernement, la société civile, le secteur privé, les universitaires, c'est très important. Et il est également important parce que renforcer les capacités fiscales, et là je fais référence à la quantité, le montant de recettes qu'un pays peut lever comparé à son potentiel, ceci exige un effort soutenu parce que collecter des recettes ne se fait pas en 24 heures. Cela demande longtemps et il est bon d'avoir un plan à moyen terme pour aller vers cet objectif. Avoir un plan aide également le gouvernement à décider de l'intégration des réformes des recettes. Et est-ce que le gouvernement va mettre l'accent sur les taxes sur le revenu ou sur les consommables ou d'élargir la base ou de faire en sorte que le système soit plus progressif? Et comment est-ce que l'on peut coordonner ces réformes? Et bien entendu, avoir un plan aide toujours à la coordination de ceux qui soutiennent ces plans, qu'il s'agisse du secteur privé ou des bailleurs de fonds et des partenaires, ou ça peut être une combinaison des deux. Passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ces diapositives sont un petit peu, répètent un petit peu ces différents points, donc je vais les passer très rapidement.
passer très rapidement. Donc, les éléments essentiels de cette stratégie des recettes à moyen terme, c'est d'avoir un large consensus sur le niveau de mobilisation des recettes, avoir donc un effort pour un plan à moyen terme sur 4 à 6 ans, un plan de réforme du système fiscal qui soit exhaustif et qui reflète les circonstances du pays, la situation de la capacité institutionnelle et des efforts en matière de réforme fiscale qui sont déjà en cours. Et ceci est très important. Ce n'est pas une nouvelle stratégie, mais cela amène à capitaliser les programme du gouvernement. Un commentaire important que je voulais faire, c'est que les stratégies mettent essentiellement l'accent sur les impôts du système fiscal. Ceci ne fait pas référence aux honoraires ni aux des recettes des industries d'extraction. Il s'agit là des recettes non liées au pétrole et au gaz. Ce sont des recettes qui sont celles des industries non extractives dans l'économie. Et bien entendu, un élément clé, c'est que ce que le pays veut faire pour mettre en place une telle stratégie et la mettre en place, et mettre en place le soutien politique et les ressources pour le mettre en œuvre. Donc, c'est une mise en œuvre qui est assez complexe et c'est un cadre pour le financement coordonné du développement des capacités et également fournir ce développement des capacités. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est là simplement un graphique qui vous parle des 4 composantes interdépendantes de la stratégie à moyen terme. Et je ne sais jamais par laquelle je dois commencer parce que c'est très importante, mais regardons ce qui est en vert parce que cela nous parle du cœur même de cette stratégie, un système de réforme exhaustif et des développements des capacités coordonnées. Et en bleu, on a probablement l'élément le plus important. Et ensuite, fixer la recette et les objectifs. Diapo suivante, s'il vous plaît. So just a very quick review of the Très steps. brièvement, nous avons une revue des différentes étapes qui doivent être entreprises par un pays si on souhaite concevoir et mettre en œuvre une stratégie. Bien entendu, on doit également comprendre pourquoi cette approche est importante. On va regarder, on va faire le bilan des efforts et on va également regarder la distance ou les différences entre ce que l'on a déjà et les objectifs en matière de réforme et comment nous pouvons combler les fossés avec une stratégie de revenus à moyen terme. Il faut également établir une approche avec, bien entendu, les parties prenantes, mais des efforts menés par les pays. Pourquoi? Parce que ce programme vous appartient et vous devez avoir cette volonté politique avec un document pour renforcer la vision du pays en matière de fiscalité, une approche gouvernementale et inclusive pour mener à bien la réforme du système fiscal et le plan soutien des stratégies nationales en matière d'environnement. Voici des photos venant de ce que l'on a fait au Rwanda. Comment établir un consensus autour de l'objectif de recette? Comme j'ai déjà mentionné, il faut que cette approche soit inclusive. C'est très intéressant de voir la manière de rendre ces approches plus inclusives, les attentes de la société à l'égard des services publics, y compris en matière de dépenses et l'agenda des ODD avec une vision de développement social et économique à droite. Vous avez le cadre de planification de développement du Rwanda avec la manière dont cette stratégie est intégrée au sein de la stratégie nationale de la transformation. Et dès le départ, c'était vraiment l'objectif de soutenir cette stratégie de manière claire et cohérente. Catherine, est-ce que je peux vous demander peut-être de conclure et vous disposez de 2 minutes. Je vais conclure. Je passe à la conclusion. Merci Bruno. Je souhaite donc vous montrer l'impact d'une stratégie au Rwanda. Voici les chiffres. Ce graphique vous montre l'intégration de la politique fiscale, la politique administrative et le droit fiscal. Ce tableau était très intéressant à titre d'exemple parce que nous avons l'impact, nous voyons les différences de points en tant que pourcentage du PIB avec cette stratégie.
Diapositive suivante, on a les liens entre la politique, le droit et l'administration. C'est très important de comprendre les différents aspects de la réforme et la stratégie doit prendre en compte les trois piliers. Diapositive suivante. Bien entendu, on a besoin d'un cadre pour le développement, du renforcement des capacités pour que tout le monde soit aligné. Ce n'est pas facile, ce n'est pas tâche facile, mais c'est beaucoup plus simple quand on a un plan bien encadré. Voici une liste des pays qui ont adopté cette approche. Il y en a une vingtaine, ce qui ne veut pas dire que les autres pays n'ont pas de stratégie de réforme. Et diapositive suivante. En guise de conclusion, j'attends avec impatience les discussions autour des défis rencontrés dans la mise en œuvre. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour toute question que vous aurez. Merci beaucoup, Catherine. Je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Vous êtes donc la directrice adjointe du département des affaires fiscales du FMI. Merci beaucoup aux deux orateurs, aux deux intervenants. Vous avez planté le décor en amont de la discussion qui va suivre. Au point de vue de ceux qui ont à mettre en œuvre cette coordination entre les deux stratégies, je voudrais laisser la parole à Monsieur Abasso Traoré, qui est directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure à la commission de l'UMOA, en sachant que la commission de l'UMOA est un exemple très intéressant, puisque au niveau de la zone, vous avez à la fois des règles budgétaires pour faire des plafonds à l'endettement public, mais vous avez aussi au niveau de l'UMOA un objectif commun en termes de mobilisation des recettes fiscales. Et donc, cette expérience de l'UMOA est sans doute clé. En tout cas, Monsieur Traoré, la parole est à vous. Merci, Monsieur Bruno. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais à mon tour dire merci à la FERD et à tous les organisateurs de ce séminaire, de ce webinaire, pour nous avoir associés à ces discussions qui sont très, très intéressantes. Donc, je suis en charge des questions de finances publiques et de fiscalité intérieure à la Commission de l'UEMOA et je vais partager avec vous quelques éléments de réflexion. Donc, je voudrais aborder la question sous deux points. Premièrement, l'état de la dette publique en zone UEMOA et quel lien on peut faire avec, euh, avec la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme. Ensuite, en point 2, quelle est la stratégie que l'UEMOA a en matière de mobilisation des recettes fiscales? Donc, rapidement sur la question de la dette, hein, je pense que dans ce panel, il y a beaucoup de spécialistes des questions de dette. Mais nous, à notre niveau, au niveau de l'UEMOA, la situation actuelle est présentée avec ce tableau qui montre que, bien que notre union ait fixé des critères de convergence, au nombre desquels un critère alloué à la dette, et qui, je le rappelle, fixé à 70% maximum du PIB. Et de 2013 à 2023, nous avons cette situation qui montre qu'il y a un encours de la dette publique qui va, qui tourne autour de 60% maximum. Donc, on peut dire que, euh, au regard de ces critères, nous sommes encore dans ce qui est accepté au sein de notre Union. Par contre, il faut noter que c'est quand même un endettement qui est en hausse, avec des risques de surendettement modéré. Et il y a aussi le fait que le marché intérieur de la dette est en plein développement, une ascension qui est notée ces dernières années, et ce qui se traduit d'ailleurs par la part de la dette intérieure qui est nettement supérieure à la dette extérieure au niveau des États membres. Donc, ce graphique indique un peu les sources de financement de notre dette au sein de l'UEMOA. On notera que
comme je l'ai dit, la dette intérieure est largement plus importante, suivie par la dette multilatérale. Et vous avez quelques pays qui ont pu aller sur le marché international pour prendre des eurobonds, la dette en devise. Mais c'est vraiment marginal. Et on notera que ces dernières années-là, en 2023, il n'y a pas eu de montée sur ce marché-là. Alors, on note que la dette publique tourne autour de 59%, je l'ai dit, et avec une forte prépondérance de la dette intérieure. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette progression-là du taux d'endettement dans le mois? On peut noter que, bon, comme l'a dit tout à l'heure mes prédécesseurs, il y a déjà un faible niveau de mobilisation des ressources intérieures qui oblige les États à recourir à la dette. Il y a également les questions de financement. Il y a des besoins importants de financement des infrastructures dans notre région, dans notre union, et qui fait que les ressources manquent. Il y a le fait qu'on ne verra plus les coûts, des coûts encourus avec la dette sont en nette augmentation. Cela entraîne des charges financières très élevées. Il y a le fait aussi que nous notons ces dernières années une certaine volatilité de l'aide extérieure qui fait que la décrue de ces soutiens de l'extérieur amène les États à rechercher des sources de financement et la dette est souvent celle à laquelle on peut recourir le plus directement. Il y a aussi dans notre région un phénomène que vous connaissez tous, c'est le problème de la sécurité. Et nos États sont confrontés à une crise sécuritaire qui entraîne des dépenses militaires assez importantes, ce qui entraîne forcément, c'est des dépenses qui n'attendent pas, il faut les financer souvent dans l'urgence, ce qui entraîne aussi un risque d'endettement. Mais on peut dire au total que malgré tous ces facteurs que je viens d'exposer, le risque de surendettement dans notre région est quand même modéré. On peut considérer que nous sommes quand même dans une tendance modérée et cela est attesté par notre taux d'endettement qui est autour de 60% par rapport à la norme fixée à 70%. Alors, vous avez ici quelques comparaisons avec d'autres régions du monde et vous noterez que avec ces graphiques-là, que le sérieux de la dette de l'Union, de l'UEMOA, demeure en dessous de 10% des recettes d'exploitation, contre 15% dans la zone CEMAC et 35% dans la zone SADC. Donc, malgré tout, on peut dire qu'il y a jamais un risque zéro, mais il y a quand même un risque de surendettement que nous pouvons considérer comme modéré. Le point 2 consacré à la mobilisation des recettes fiscales, quelle stratégie? Et sous ce point, nous voulons aborder la question de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, qui est une notion, qui est une stratégie qui est en train de prendre corps dans notre région et qui est même adossée à une politique fiscale communautaire, qu'on va voir tout à l'heure. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous indiquer quelques éléments liés au taux de pression fiscale dans notre espace. Vous verrez qu'en 2022-2023, les 8 États membres de l'UEMOA ont des taux de pression fiscale qui vont de 8,7% pour la Guinée-Bissau à 17,9% pour le Burkina Faso, sont les deux extrêmes, avec une moyenne de 13,7% pour l'UEMOA en 2022 et 14,3% en 2023. Vous voyez qu'avec un tel taux de pression fiscale, on peut considérer qu'il y a une faiblesse dans la mobilisation des recettes fiscales dans notre union. Et je rappellerai que le taux fixé par notre pacte de convergence, qui est le document de référence pour la surveillance des politiques économiques, et requiert que les États mobilisent au minimum 20% de leur PIB en termes de recettes fiscales. Donc, on a de la marge quand même pour atteindre ce taux qui est prévu.
Alors, en projection, même en 2024, nous projetons un taux global pour l'Union de 14,8%, avec des performances quand même notables pour des pays comme le Burkina Faso à 19%, ou le Sénégal, 19,5%. Mais la moyenne serait autour de 14-15%, ce qui indique un manque à gagner de 5 points toujours par rapport à ce qui est souhaitable pour la région. Alors, pour pousser à la mobilisation optimale des recettes fiscales, notre union, depuis des années, fait de l'harmonisation fiscale. C'est vrai, depuis 1998, mais ces dernières années, l'accent a été mis sur les questions de mobilisation effective des recettes fiscales. On savait bien que les législations étaient coordonnées, harmonisées, étaient presque parfaites, mais l'administration des impôts, la rentabilité des impôts, la productivité des services fiscaux était vraiment en deçà des attentes. Alors, on a décidé donc, par une décision adoptée en 2024, là, d'instaurer le principe de la mise en place d'une stratégie de recettes à moyen terme pour tous les États membres. Comme l'a dit Mme Bayer tout à l'heure, certains pays y sont déjà engagés, comme le Sénégal, comme le Bénin, qui ont déjà une stratégie nationale dans ce sens. Mais nous voulons, à l'horizon 2025-26, que tous les États membres de l'UEMOA aient une telle stratégie. Et elle serait basée sur des éléments saillants, et qui a été rappelé tout à l'heure, mais qui sont les mêmes dans tous les pays. Il faudra toujours élargir l'assiette fiscale. Pour ce faire, il faudra que la TVA joue son rôle et qu'elle puisse toucher toutes les consommations, une TVA généralisée. Il faudra aborder la question de l'imposition, de la fiscalisation effective des revenus du secteur primaire, tout ce qui est agriculture, élevage, foresterie, etc. Il y a aussi la question des valeurs mobilières. Nous sommes dans la dette, mais vous verrez que en fouillant un peu, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de produits liés à la dette qui ne sont pas effectivement imposés dans notre région. Vous verrez que dans les opérations de levée de fonds, d'émission de titres, là, dans les notes d'information, beaucoup d'opérations sont faites en hors taxe, hors du système de taxation, ce qui est quelque part aussi un problème parce qu'il faut lier la stratégie de la dette, la stratégie de la modulation des recettes fiscales. Donc, voilà un point où il faut peut-être agir. Il y a la question des dépenses fiscales, qui est un phénomène qu'il faut essayer de contenir en rationalisant les dépenses fiscales. Il y a la lutte contre la compétition fiscale qui est liée aux dépenses fiscales. Hein. Il faut amener les États à ne pas se tirer dans les pieds pour ne pas faire la compétition dans les incitations fiscales et permettre aux administrations de lever des ressources quand même assez confortables pour leur budget. Et donc, en abandonnant les incitations fiscales, il y a la question de la digitalisation des procédures fiscales. Aujourd'hui, si nous voulons optimiser le recouvrement des impôts, optimiser la collecte des impôts, forcément la digitalisation est un passage obligé. Et cela a été acté dans notre décision. Il y a la question des personnels des régies financières, les cadres des administrations financières qui doivent travailler sur la base de contrats de performance désormais et qui doivent aussi être intègres. Il faut y aller franchement sur la question de l'intégrité en réprimant de manière effective la corruption et les indélicatesses des uns et des autres. Enfin, tout cela ne peut se faire que s'il y a un civisme fiscal réel. Ah oui, parce que tant qu'il n'y a pas un consentement de l'impôt, en tout cas, tant que cela peut se faire avec le développement des services d'usagers et la certification de la qualité des services fiscaux. Donc, nous pensons que c'est des voies dans lesquelles les États doivent s'engager. Donc, comme je le disais tantôt, l'UEMOA a adopté en 2024 le principe d'une stratégie de recettes à moyen terme et que cela est défini par les institutions internationales. Hein. Le Bénin, pour sa part, a une définition qui rejoint celle donnée par le FMI, qui dit que c'est une approche méthodologique participative et inclusive, impliquant des acteurs étatiques, c'est-à-dire le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les organisations non gouvernementales
en vue de mobiliser efficacement la recette fiscale. Donc, vraiment, c'est une démarche inclusive et consensuelle. Nous pensons que les SRMT sont nécessaires pour pouvoir financer de manière optimale et, je dirais, endogène les plans de développement nationaux des États de l'Union. Tous les pays de l'UEMOA et un peu en Afrique d'ailleurs ont des plans nationaux de développement qui sont sur une durée de 4 à 5 ans et qui demandent beaucoup de ressources en investissement. Généralement, c'est adossé aux ressources extérieures, mais maintenant, nos pays ont décidé de financer ces plans-là, généralement à au moins 60% par les ressources domestiques. Donc, c'est les SRMT qui peuvent être le canal par lequel le gouvernement et toute la société s'engagent pour financer ces dépenses-là. Monsieur Traoré, est-ce que je peux vous demander de conclure, s'il vous plaît? OK, donc je suis à mon dernier diapo. Donc nous pensons que le lien est évident entre la stratégie de la dette et des recettes fiscales, car une collecte optimale des recettes fiscales permet d'assurer la consolidation budgétaire et de maîtriser aussi les risques liés à l'endettement. L'UEMOA, pour sa part, euh, appelle dans sa politique fiscale au respect des directives communautaires, à la rationalisation des dépenses fiscales, à la lutte contre les niches fiscales. Vous savez, il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas imposés, comme les capitaux mobiliers, le foncier, l'agriculture, l'économie numérique, à lutter contre la fraude fiscale internationale, les prix de transfert, l'érosion des bases d'imposition à travers le projet BEPS, et enfin à travailler sur l'efficacité des services fiscaux en termes de redevabilité vis-à-vis de la société, en termes de gouvernance des services, et que enfin les citoyens contribuables soient vraiment au centre des mesures qui sont prises, notamment en lui offrant des facilités pour l'accomplissement de ces obligations fiscales avec les téléprocédures comme les télédéclarations, les télépaiements. Dans ces conditions, on peut facilement atteindre des niveaux de collecte de recettes appréciables. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Traoré, pour cette très intéressante présentation. Je vais passer la parole à Monsieur Judicaël Akwere, qui est directeur de la dette à la Caisse congolaise d'amortissement et qui est dans le Alors, ministère. excusez-moi, je vous coupe, mais il faudrait que Monsieur Traoré, voilà, merci beaucoup. Et, donc, Monsieur Judicaël Akwere, directeur de la dette à la Caisse congolaise d'amortissement. Alors, le Congo se trouve dans une situation différente de celle des pays de l'UEMOA, puisque c'est un pays qui est en situation de surendettement. C'est un pays qui a un très faible taux de pression fiscale non pétrolière. C'est un pays qui a d'importantes ressources pétrolières avec une forte volatilité. Et Monsieur Akwere, il y a déjà des questions dans le chat sur comment gérer cette volatilité des recettes pétrolières en termes de stratégie d'endettement. Et facteur qui complique encore l'équation que vous avez, le marché local de la dette souveraine en CEMAC et pour le Congo est en plein développement, mais il reste encore étroit. Donc cette problématique est particulièrement cruciale au Congo et donc on sera très intéressé d'avoir votre point de vue et votre pratique au Congo sur ce sujet. Ah ouais. Bien le bonjour à tout le monde et merci de nous avoir associés à ce webinaire. Alors, je vais demander peut-être à Fabien de partager ma présentation en 3 points. Donc, je vais commencer par la présentation de la dette à fin décembre 2023. Ensuite, on parlera de la stratégie et enfin de la SRMT. Si on peut passer à la diapo suivante. Alors, à fin décembre 2023, à fin décembre 2023, le stock de la dette publique s'établit à 8 milliards 516, représentant 83% du PIB contre 8 149 une année auparavant. Ce stock est composé d'un encours de 6 milliards
6 973 milliards et de 1 543 milliards d'arriérés. Alors, le taux d'endettement, bien que situé à 83% du PIB, tombe à 68% si l'on ne considère que l'encours hors arriérés. Cette différence donne une importance d'indication sur le poids des arriérés dans le portefeuille. Alors, ces arriérés qui représentent 15% du PIB se décomposent en 1 243 milliards pour ce qui est de la dette intérieure et 299 milliards pour la dette extérieure. S'il vous plaît, diapo suivante. Alors, en septembre de l'année dernière, le gouvernement a adopté un décret qui met en place un plan global d'apurement des arriérés intérieurs, commerciaux et sociaux. Alors, ce texte offre aux créanciers plusieurs options de traitement de leurs créances selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Alors, ce décret définit les modalités de remboursement des arriérés commerciaux pour la période allant de 2003 à 2021. Cette période a fait l'objet des audits par des cabinets indépendants, en l'occurrence Ernest & Young et Capogis. Diapo suivante. Alors, on va parler de cette diapo de la SDMT, dont la CEMAC n'est pas restée en marge, et il a pris le règlement 12 portant cas de référence de la politique d'endettement et de gestion de la dette publique dans les États de la CEMAC. Alors, parmi les exigences consacrées par ce règlement se trouve l'obligation pour les États membres d'élaborer des orientations globales en matière d'emprunt public, intérieur et extérieur et de gestion de la dette, lesquelles orientations déterminent une stratégie d'endettement public. Si on peut passer à la diapo suivante. Alors, selon ce règlement, la stratégie d'emprunt s'est définie comme l'ensemble des décisions prises pour mettre en œuvre la politique d'endettement. Ainsi, la stratégie de gestion de la dette doit s'entendre comme le plan de recours aux différents instruments d'endettement intérieur et extérieur qui permet de couvrir le besoin de financement de l'État de manière à ramener et garder les indicateurs de coûts et des risques à des seuils favorables. La stratégie de la dette publique consignée dans la SDMT couvre pour la période pluriannuelle 2023-2025 et est annexée à la loi des finances qui est en cours d'examen au niveau des parlementaires. Cette exigence prévue dans le règlement CEMAC est reprise sur le plan interne dans la loi organique numéro 36-2007 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances qui dispose en son article 56 alinéa 3 qu'un état complet et détaillé de l'endettement prévisionnel en fin d'exercice puisse accompagner la stratégie d'endettement. Diapo suivante. Alors sur la SRMT, c'est vrai qu'on est resté sur les principes, bien que présenté pour la première fois à Chengdu en Chine. La SRMT, on peut dire qu'il s'agit d'un contrat social sur le niveau de l'effort de mobilisation des recettes à moyen terme que le pays est prêt à supporter en contrepartie des dépenses publiques identifiées dont l'impact sur la redistribution des richesses et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion est quantifiée et facilement mesurable. Un plan de réforme complet du système fiscal reflétant la situation du pays et ses capacités institutionnelles en passant par une refonte du cadre stratégique pour atteindre l'objectif des recettes. Ensuite, diapo suivante, une réforme des administrations fiscales et douanières pour administrer correctement les stratégies à atteindre le niveau de service fiscal souhaité et conséquemment les objectifs de recettes établis par le gouvernement. Un renforcement du cadre légal et réglementaire pour permettre la refonte des politiques et de leur administration, tout en recherchant un équilibre entre le pouvoir des administrations fiscales et les droits des contribuables. C'est ce qui a été déjà explicité par les prédécesseurs. L'engagement des autorités à la mise en œuvre régulière et soutenue de la stratégie, notamment par un fort appui politique et la mise à disposition des ressources. La sécurisation du soutien extérieur en matière de renforcement des capacités pour aider le pays à surmonter les contraintes internes dont il pourrait faire face dans le processus de formulation et de la mise en œuvre efficace d'une SRMT, comme l'avait dit la directrice Madame Bauer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, il faut souligner que dans la zone CEMAC, les réformes sont en cours.
et ils sont axés notamment autour du système fiscal. Alors, l'effort de mobilisation des recettes, comme l'a dit M. Cabriac, étant faible, ne doit pas être uniquement quantitatif, mais également qualitatif. Alors, selon une publication de la Banque mondiale, il existe 4 leviers plus judicieux pour augmenter les recettes fiscales auxquelles, je pense, les autorités sont à pied d'œuvre. Il s'agira d'installer la confiance et apporter la preuve de l'efficacité de l'action publique, de privilégier la simplicité, de prendre le virage du numérique et enfin de trouver de nouvelles sources de revenus. Alors, merci pour votre aimable attention. Merci, merci Monsieur Acquaere. Merci aussi d'être resté dans les limites de temps qui vous étaient imposées. Ça m'a permis d'alléger mes tâches de modérateur bien du temps. Je vais tout de suite passer la parole à Philippe Guyonnet-Dupeyrat, qui travaille à la Direction générale du Trésor et qui est aussi le secrétaire général du Club de Paris et qui va exposer le point de vue d'un pays développé sur l'importance d'avoir une stratégie de financement qui repose à la fois sur la dette, bien sûr, et aussi sur les recettes fiscales et de voir comment on peut optimiser ça, mais qui, avec sa casquette Club de Paris, va aussi nous parler du cas particulier des pays surendettés et du traitement dans la restructuration des dettes domestiques, des dettes sur le marché domestique local. Philippe, la parole est à toi. Merci beaucoup, Bruno. De combien de temps dispose-t-on? Si tu peux tenir en une dizaine de minutes pour qu'on ait un peu de temps pour les questions, et désolé d'avoir été un très mauvais gardien du temps. Très bien, merci. Bonjour à tous et merci à la Ferdi de nous réunir. Merci aux interprètes ainsi qu'aux autres intervenants. Je vais parler avec une double casquette qui est celle à la fois du Club de Paris et la Direction générale du Trésor. Et donc, je m'occupe d'endettement international et de restructuration de dette publique. J'ai 3 points qui sont l'importance d'une stratégie diversifiée en matière de dette et de recettes, de l'articulation des stratégies fiscales et d'endettement, et 3, la façon dont nous, au Club de Paris, avons vu récemment les restructurations de dettes domestiques et les enjeux spécifiques qu'elles contiennent. Alors, le premier point, c'est le besoin d'une stratégie globale entre financement et endettement, compte tenu des montants. Alors, pourquoi, Bruno, vous l'avez dit en introduction avec les autres intervenants, mais si on prend l'exemple du financement de la transition climatique, énergétique, si on dit qu'on a 2000 milliards à financer en plus chaque année, ça fait pour les pays en développement à peu près 6,5 points de PIB, c'est juste des calculs de coin de table, mais ça donne un peu une idée du montant. Et comme on a ces montants qui sont très élevés, on ne les financera pas juste par plus de dons ou de la DRM ou juste de la dette. Il faut qu'on ait une combinaison de ces différents facteurs. Et donc, il y a bien un enjeu de développer les marchés domestiques pour financer les besoins. Mais il y a aussi des risques, puisque ça peut faire une boucle souverain bancaire, ou ça peut aussi être compliqué lorsqu'on a des marchés domestiques qui sont déjà saturés. Alors, comment est-ce qu'on fait cette stratégie? Il y a le budgétaire et il y a le financier. Le budgétaire, c'est très simple, enfin, c'est pas simple, mais c'est assez facile à comprendre. Il faut un cadre réglementaire, Monsieur Acquaere l'a très bien montré, un cadre fiscal, institutionnel. Il faut aussi des ressources humaines qui soient adaptées avec des compétences techniques. Et pour le financier, on a des enjeux qui sont peut-être un peu plus larges parce qu'on est au-delà des politiques de prêt. On a la mobilisation des ressources domestiques, on a la gestion des finances publiques, la gouvernance, la transparence des données pour pouvoir bien évaluer le risque de crédit. Et je pense que M. Mali nous en parlera. Le cadre stable et aussi le cadre favorisant les investissements privés. Et ça va aussi de pair avec la bancarisation parce que finalement, pour avoir de l'investissement, il faut avoir de l'épargne domestique. Alors, toujours dans cette première partie sur la façon dont on peut avoir une stratégie globale de financement, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une montée en puissance de la dette domestique, alors même que les niveaux globaux d'endettement diminuaient jusqu'aux années, je dirais peut-être 2010. Donc, le financement domestique a été favorisé, a été encouragé par la communauté internationale comme un moyen de limiter le risque de refinancement externe et de prévenir les crises de la dette. Donc, on a bien cette idée que le domestique permettait de prévenir certains risques, alors même que quand on prenait donc la dette globale, comme je dis, on était sur des montants qui étaient en diminution.
Et on a vraiment une différence dans les pays en développement, on a vraiment une différence entre les grosses économies, j'allais dire, si je prends l'exemple dans lequel il y a des marchés qui sont assez développés, assez profonds, par exemple l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, dans lesquels on a des marchés qui sont très développés, dans lesquels les pays peuvent émettre en monnaie en devise, donc en monnaie locale, y compris pour les investisseurs extérieurs. Et à contrario, on a des pays dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué quand ils sont plus petits. Donc, c'est effectivement positif d'avoir un marché local qui se développe, que les épargnants du pays financent les politiques de développement du pays, mais on a un enjeu aussi de pouvoir financer non pas que l'État, c'est-à-dire qu'on a un enjeu d'effet d'éviction potentiel si le financement de l'État en vient à gréver le financement des investissements privés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu calibrer. Alors, le premier point, c'était donc pourquoi on avait besoin de cette stratégie globale, et deux, comment est-ce que les stratégies s'articulent. Je vais peut-être rentrer un tout petit peu plus dans les détails de gestion de la dette au sens de l'agence de la dette tel qu'on peut le voir pour un souverain, mais je dirais 2 points. Le premier, c'est qu'il faut prévoir à moyen terme et gérer à court terme. Et le second, c'est qu'il faut avoir une approche méthodique du marché. Le premier point, c'est prévoir à moyen terme et gérer à court terme. Là, j'ai 3 idées qui sont d'abord, il faut prévoir les besoins à 1 an. Et ensuite, il faut gérer pendant l'année. Et enfin, je dis un mot sur le contenu du trésor. Prévoir les besoins à 1 an, c'est se dire de combien j'ai besoin pour me refinancer ou pour investir, c'est le moyen long terme, Monsieur Traoré l'a évoqué, et le court terme, c'est pour gérer les aléas. Donc ça me donne un besoin de financement annuel qui est en gros mon principal à rembourser et mon déficit à financer. Dans la gestion, il faut une articulation entre les directions budgétaires et les directions, ou fiscales, et les directions de la dette. C'est-à-dire qu'il faut que les rentrées fiscales soient identifiées avec un montant qui est déterminé, qu'il faut ajuster en cours d'année et pas avoir des prévisions insincères. Sinon, ça va se retrouver sur le profil de trésorerie. Et on ajuste de manière continue en fonction de la macroéconomie, qui affecte bien sûr les recettes. Et après, on traite les chocs en cours d'année par l'émission de titres de court terme. L'utilité d'un compte unique du Trésor, c'est le compte unique du Trésor permet de réduire l'endettement. Tout euro qui est pris sur le compte unique du Trésor est un euro en moins émis. Et donc, on a une gestion unique qui permet de baisser l'endettement. C'est vraiment très important. Parfois, on a des pays qui viennent en disant j'aimerais beaucoup avoir tel outil informatique, mais l'outil informatique n'est que le miroir des procédures qui existent derrière. Et donc, il faut avoir des procédures comptables vraiment articulées avec la gestion de la dette pour avoir ensuite une visibilité sur le compte du Trésor. Il y a des pays dans lesquels, par exemple, les trésoriers n'ont pas accès au solde du compte unique du Trésor. Donc ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour gérer le compte de l'État. Deuxièmement, approche méthodique du marché. Je dirais que pour faire relativement bref, il faut une approche régulière du marché et sans opportunisme. Si on publie par exemple un calendrier d'adjudication à l'avance, de court terme, de moyen long terme, qu'on a toujours le même rythme, qu'on est présent sur toute la courbe. Tout à l'heure, on a parlé d'allongement des maturités. Ce n'est pas toujours possible parce qu'il faut une certaine flexibilité par rapport à la demande et donc il faut répondre aux besoins des investisseurs. Si vous avez des marchés dans lesquels les retraites sont privées, c'est plus facile d'avoir des émissions à 20 ans que si vous avez un marché dans lequel les retraites sont socialisées. Je termine sur le troisième point qui est la hausse de la dette domestique, l'expérience du Club de Paris récemment. La première idée, c'est de dire que les pays préfèrent en général passer par, dans le cas, quand vous avez un problème de viabilité de la dette, donc soit de stock, soit de flux, mais le problème de stock, il est sur dette domestique et dette externe. Quand vous avez un problème de viabilité de la dette, les pays préfèrent d'abord restructurer la dette externe, cas de la Zambie, plutôt que de restructurer la dette externe et interne, ou domestique, c'est le cas du Ghana. Et donc, c'est vraiment une décision du pays. On ne compare pas l'effort qui est fait pour la dette externe et pour la dette interne. Il y a des coûts qui sont vraiment à pondérer pour le gouvernement parce qu'on va avoir un impact sur la crédibilité, ça va avoir un impact sur les actifs des agents domestiques, ça va avoir un impact sur la stabilité du secteur financier. Et donc, c'est vraiment une décision politique. Mais le gouvernement qui s'engage là-dedans doit avoir une communication claire et précise par rapport à sa stratégie. Plus la communication sera claire, plus elle sera convaincante pour les investisseurs et donc acceptable.
Je termine en disant qu'on peut avoir dans ce cas-là des mesures de compensation qui sont éventuellement à prévoir, puisque les électeurs sont aussi les épargnants. Voilà, en un mot, comment est-ce que nous, on peut percevoir l'articulation entre les stratégies de financement de l'État et la stratégie de mobilisation des recettes? Je te repasse la parole, Bruno. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Et maintenant, comme on dit en bon français, last but not the least, je vais laisser la parole à Monsieur Aurélien Mali, qui est vice-président à l'agence de notation Moody's. Et les agences de notation, finalement, c'est les évaluateurs en dernier ressort des stratégies d'endettement, mais aussi quelque part des stratégies de mobilisation des ressources fiscales et de la qualité de l'interaction entre ces deux. Donc, Monsieur Mali, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à tous les participants. Euh, j'ai été content lorsque la FERDI nous a contactés pour participer à cette session parce que je crois que le sujet est bien posé. Euh, En tant qu'agence de notation, bien sûr, on ne peut pas donner de conseils. Donc, je limiterai mon propos je ne peux pas dire il faut ou les pays devraient. Par contre, on peut parler de ce qui est fait à l'heure actuelle, on peut parler du contexte, on peut également parler de ce que, effectivement, les pays essayent de mettre en place, ou au moins la tendance qu'on voit se développer dans une partie des pays qu'on note. Aujourd'hui, on note 28 pays en Afrique et on note 148 pays au niveau mondial. Et donc, durant les 15 dernières années, j'ai été vraiment focalisé sur le continent africain. Et comme cette conférence, elle parle des pays qui sont un peu plus fragiles, je dirais, il y a une liste de 77 pays qui avait été déterminée par le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Je voulais vraiment, avant de rentrer dans les deux sujets, appuyer sur le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Après de nombreux chocs, que ce soit les chocs liés, par exemple, à la pandémie ou aux chocs énergétiques ou de l'augmentation de la nourriture, on a des économies qui sont plutôt fragilisées et qui encore essayent de réduire les déficits qui sont apparus à la suite de ces chocs successifs. Et ça amène à deux éléments importants avant de continuer. Le premier, c'est que la dette, le niveau de dette, par exemple, en Afrique, est à un niveau qui correspond au niveau du début des années 2000, où il y a eu toutes les stratégies de réduction de la dette, parce qu'il y avait des défauts, parce qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient surendettés. Et on a eu des défauts sur le continent. Il y a eu le Ghana, la Zambie, l'Éthiopie, le Niger, le Mali à cause de sanctions. Il y a eu des défauts techniques. Mais ce qui est important de signaler, c'est qu'aujourd'hui, la dette, elle s'est traduite par une rigidité dans les dépenses publiques, parce qu'en particulier, les intérêts sur la dette au niveau des revenus a été multiplié par 3 au cours des 15 dernières années. Ce que je dis pour le continent est valable aussi pour les autres pays dans cette liste. Il y a 15 ans, le taux d'intérêt sur le revenu était de l'ordre de 4% des revenus. Aujourd'hui, on est plus proche de 14%. Ce qui fait que la pression sur les dépenses budgétaires est vraiment très importante. Il y a eu la protection des plus vulnérables, il y a également le chômage des jeunes, il y a le besoin d'infrastructures de base comme des écoles, des hôpitaux, mais également d'infrastructures importantes pour soutenir le développement économique sur l'énergie, la logistique. Et donc, les besoins aussi, comme l'a mentionné Philippe, sur développer des protections contre les risques physiques liés au climat. Et donc, tout ça fait que réduire les dépenses au niveau juste pour favoriser la consolidation budgétaire et assurer la soutenabilité de la dette semble vraiment très, très difficile à mettre en œuvre. Donc, forcément, la stratégie qui semble la plus évidente, compte tenu en plus du retard par rapport aux pays émergents, je dirais, qui ont un niveau de revenu de l'ordre de 25%, c'est vraiment de mettre l'accent sur le développement des revenus ou d'augmenter les revenus des gouvernements. Et ça, on le voit également dans tous les programmes du fonds qui ont été signés récemment. Je pense au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il y a vraiment, c'est axé, c'est construit
sur une augmentation des revenus en priorité plutôt qu'une réduction des dépenses qui peut-être entamerait la croissance dont les pays ont besoin pour se développer. Donc, ce contexte, je pense que c'est important et donc on voit bien que la stratégie de mobilisation des ressources par la dette, une dette qui est déjà élevée et donc qui a déjà des contraintes parce que la structure est plus compliquée qu'il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années. Et puis, il y a également des éléments qui font que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, avec la montée des taux d'intérêt, de lever de la dette à des coûts abordables. Et la stratégie d'augmentation des revenus. Sur la stratégie d'augmentation des revenus, nous, ce qu'on voit, c'est que ça reste extrêmement difficile. Vous avez vu la présentation de M. Traoré ou de M. Judy Kael. Le niveau des revenus est relativement faible. Les pays émergents, c'est au moins 25% du PIB. Et actuellement, le niveau, par exemple, dans la région de l'UMOA est de l'ordre de 15%. Ça reste vraiment faible. Il y a une concentration aussi des contribuables. Ça, c'est un des défis qui reste à relever. Comment vraiment élargir l'assiette des secteurs qui ne sont pas taxés, ça a été aussi mentionné, mais il y a des réussites qui sont à noter aussi dans la région. Il y a des pays qui ont introduit la TVA de manière avec succès, comme l'Angola. Il y a vraiment des très bonnes et des très bons exemples de digitalisation qui ont produit pendant plusieurs années, on en parlait, mais ils ont fini par produire des résultats au niveau des recettes, mais ça reste quand même extrêmement difficile. C'est pas que les recettes n'augmentent pas, c'est que il faut comme il y a de la croissance nominale assez élevée, il faut que les recettes croissent plus vite que la croissance nominale du PIB pour qu'il y ait une amélioration. Donc, ça demande vraiment un effort, comme l'a dit dans la présentation Catherine, une persistance. Moi, ça fait 20 ans que je visite des gouvernements. Il n'y a pas un gouvernement qui ne m'a pas dit on va augmenter, on a une stratégie, etc. Mais le résultat est difficile à se matérialiser sur des recettes qui sont récurrentes. Maintenant, sur la ressource des mobilisations par la dette, je pense que c'est là où il y a le plus à dire. On va commencer par la dette domestique. La région est caractérisée par un revenu par habitant qui est relativement faible, ce qui fait que on le voit bien aussi, le taux d'épargne et la capacité d'épargne est plus faible qu'ailleurs. Par exemple, en Afrique subsaharienne, on sait qu'à peu près 80% de l'épargne est en Afrique du Sud. Il y a très peu d'épargne dans le reste des pays qui est mobilisable. Il y a un manque de développement d'investisseurs institutionnels et donc les marchés de capitaux restent relativement peu profonds et ont des difficultés à financer des emprunts à long terme. En plus, les besoins des gouvernements créent un effet d'éviction pour les autres emprunteurs et donc l'allocation du capital n'est pas forcément la meilleure. Deux exemples, dans l'UMOA et dans la CEMAC, les marchés se sont bien développés depuis quelques années, mais c'est avec la monnaie banque centrale. Il y a un déficit en fait qui est comblé par les banques centrales et cette situation fait que c'est pas à l'infini. Les banques centrales, en particulier avec le PEG, enfin le PEG, oui, le PEG, ont un besoin de couvrir la monnaie qui est créée. Donc, il y a une limite à ce qu'elles peuvent faire. Et on le sent aussi dans leur communication en disant au pays, vous devez faire une consolidation budgétaire, il faut réduire les déficits, on ne peut pas continuer à avoir ce déficit de liquidité. La deuxième élément que je peux mentionner pour le marché domestique, c'est effectivement la volonté, l'instabilité macroéconomique. Parce que beaucoup de pays dépendent des matières premières, il y a des déficits importants, il y a également une inflation qui est importante. Et donc, il y a aussi un refus, à un moment donné, des pays d'émettre de la dette sur les marchés domestiques parce qu'ils jugent que les coûts sont trop importants. Et donc, en fait, c'est lié, c'est important de mentionner ça. Maintenant, quelques mots sur le marché extérieur. Je pense que c'est important. La première chose que je dirais, c'est que l'attractivité des pays est clé. Un investisseur international, il suffit de très peu de choses pour décider d'investir ailleurs.
Le risque, la prime de risque pour l'Afrique, par exemple, est souvent jugée par les Africains eux-mêmes comme trop élevée. Et pour les investisseurs, eux, ils se basent sur des critères assez simples. Notre rôle en tant qu'agence de notation, effectivement, en notant des pays, il y a des success stories, hein, comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui est maintenant notée au même niveau que le Vietnam et le Brésil, c'est d'augmenter la transparence et la visibilité de ce qui est fait par une opinion d'une tierce personne comme nous sur le risque de défaut, donc la volonté et la capacité d'un pays à payer sa dette. Maintenant, il y a des éléments, lorsqu'on regarde par exemple la solidité des institutions ou la gouvernance, qui sont des éléments importants où encore il y a quand même d'énormes efforts à faire, par exemple sur la disponibilité des données ou lorsqu'on apprend que les 5 derniers budgets en fait étaient faux et que la dette est beaucoup plus importante que prévu. Il y a également le risque politique qui rentre en compte avec les coups d'État et l'instabilité qui est créée sur la capacité à mettre en place des politiques à moyen terme. Et donc, cette crédibilité aussi à réussir à mettre en œuvre ce qui avait été décidé, c'est important puisque nos notations de crédit parlent du moyen terme. Hein, l'emprunteur, il emprunte une obligation maintenant, mais il va être payé dans le futur. Donc, on doit avoir une idée de ce qui va se passer dans le futur. Et donc, ce qu'on voit à l'heure actuelle, je n'ai pas mentionné aussi un élément important, c'est tout ce qui est de la gestion des réserves. Si la gestion des réserves n'est pas claire et qu'un investisseur peut être prisonnier de son investissement, bien sûr, ça va être un déterrant, enfin, ça va agir comme, ça va limiter la capacité aux investisseurs d'investir dans le pays. Euh, on voit deux tendances qui sont vraiment importantes. Premièrement, c'est le soutien accru des banques multilatérales hein, et des institutions comme le Fonds monétaire ou la Banque mondiale, c'est très important. Il y a vraiment je dirais une volonté du G20 que les banques multilatérales optimisent leur bilan, qu'elles arrivent à faire plus avec ce qu'elles ont. Et cela se traduit par des financements concessionnels qui sont accrus. Il y a beaucoup de programmes du Fonds monétaire, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place pour accentuer cet élément. Et ça, c'est important parce que c'est des financements concessionnels. La deuxième chose également qu'on voit, c'est que bien sûr, il y a un risque de liquidité extérieure qui est plus important aujourd'hui parce que la prime de risque reste plus élevée pour l'Afrique que par exemple un peu plus que l'Amérique latine pour les eurobonds qui ont été émis au moment où il y avait ce mur de la monnaie qui faisait que les taux d'intérêt étaient plutôt faibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'eurobonds qui arrivent à maturité et il faut avoir une stratégie. Et ce qu'on voit, c'est que plusieurs pays ont des difficultés. Le Kenya a émis à presque 11% il y a quelques mois pour pouvoir faire refinancer son obligation. Et donc, c'est des coûts très importants. Et il y a d'autres obligations qui arrivent. Et donc, il y a vraiment cette idée de coûts qu'il va falloir vraiment que les pays prennent en compte en essayant de trouver des financements alternatifs. Mais ces dettes arrivent à échéance et donc il faut avoir une stratégie pour les financer. Voilà, je m'arrête là. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais j'essaye de respecter le temps. Merci, Monsieur Mali, à la fois d'avoir respecté le temps, d'avoir, pour votre intervention, qui a répondu, d'ailleurs, je crois, à un certain nombre de questions qu'il y a dans le chat. Compte tenu des contraintes de temps et qu'on a un petit peu et qu'on a l'autorisation de dépasser, je demande la permission aux panélistes de dépasser un tout petit peu la durée de ce webinaire et s'ils l'acceptent, peut-être de faire une intervention finale, à la fois en réaction à ce qu'ils ont entendu des autres panélistes et puis en réponse à 5 groupes de questions qui nous viennent du chat. Alors, il y a une première question qui s'adresse plus particulièrement à M. Acquéré, mais aussi un peu j'allais dire, au Fonds monétaire et qui a trait à la difficulté de la mise en place de ces stratégies dans les pays pétroliers avec la volatilité des recettes pétrolières. Dans le cas particulier, je dirais, des pays exportateurs de matières premières et notamment de pétrole et qui ont beaucoup de recettes budgétaires sous la forme de redevances pétrolières. Le deuxième sujet, c'est celui
c'est celui des investissements directs étrangers, avec cet arbitrage qu'on a à faire en matière de fiscalité des investissements directs étrangers. Si on veut avoir du financement du développement à travers ces IDE, doit-on consentir des exonérations fiscales et jusqu'à quel point? Et ça pèse aussi sur la mobilisation des ressources fiscales. Donc là, il y a un arbitrage important à faire. Un troisième groupe de questions, c'est sur, et là on s'adresse plus particulièrement à l'UMOA, mais en tout cas aux unions monétaires, aux unions économiques en tout cas. Et là, c'est sur quelles sont les incitations qu'on peut mettre en place pour que les États respectent à la fois les règles budgétaires qui concernent l'endettement, les limites d'endettement et les règles budgétaires avec des objectifs de taux de pression fiscale. Donc ça, c'est une question qui s'adresse plus directement à Monsieur Traoré. Et enfin, il y a un cinquième groupe de questions sur la faisabilité technique et la faisabilité politique des mesures de mobilisation des ressources fiscales. Et là, j'inviterai peut-être chacun des intervenants autour de ce webinaire à donner une mesure fiscale qui soit facile politiquement et techniquement à mettre en œuvre. Et ça donnera une réponse à plusieurs questions dans le chat. Voilà, si je peux inviter dans le même ordre chacun des participants du webinaire à une très courte intervention sur la base à nouveau de la réaction aux interventions des autres participants et sur la base des 5 grands groupes de questions que j'ai listés. Et merci d'avance d'avoir accepté la prolongation du temps de ce webinaire. Mr. Johansson? Yes, sorry. Oui, bien sûr. Ma réaction est la suivante. Ce que j'ai constaté quand il s'agit de cette stratégie de gestion de la dette à moyen terme, la SDMT, il est très clair suite aux présentations que le développement du marché de la dette intérieure est très important. J'aurais aimé pouvoir vous proposer une solution magique, mais il va falloir du temps, des efforts et de la cohérence. Je crois que l'élément clé, c'est que le pays doit s'adapter de manière progressive aux réalités des marchés, y compris les taux d'intérêt. C'est un autre point à retenir que j'ai constaté lors des présentations, notamment les collègues africains. Comment mettre l'accent sur le marché intérieur ou national et la mobilisation de ces ressources. Nous avons entendu différents enseignements des pays qui ont pu développer les marchés intérieurs et peut-être que la FERDI pourrait partager ses expériences et les documents connexes avec les participants. Merci. Oui, bonjour. Je suis ravie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Merci Bruno. C'est très intéressant et merci beaucoup d'avoir réuni ces différents sujets. Je crois que ce dialogue et le fait que nous entamions ce dialogue est très utile. Je suis tout à fait d'accord avec Thor et ce qu'il a dit. Malheureusement, la solution magique n'existe pas. Toutefois, si vous souhaitiez me poser la question, quelle est la réforme que l'on souhaite mettre en place? C'est un élargissement de la base fiscale. Nous avons rédigé un article
il y a un an, comment renforcer la capacité fiscale. Et si l'on regarde la partie sur la politique fiscale, il faut élargir la base fiscale, ce qui sur le plan politique n'est pas toujours très facile, mais ce sont des mesures que les gouvernements peuvent entreprendre pour progresser et pour élargir cette base fiscale. On peut également investir dans les administrations fiscales et douanières. Nous voyons qu'il n'y a pas assez d'investissement, non seulement d'investissement financier, mais également renforcement de la gestion et des aspects managériaux de ces administrations, ce qui peut changer la donne, notamment si l'on souhaite élaborer et mettre en œuvre une stratégie, et c'est ce que l'on souhaite faire. Tout le monde a compris que cela nécessite du temps et des efforts et de la cohérence. Donc, il faut élargir la base fiscale ou l'assiette fiscale tout en s'assurant que le gouvernement investisse dans le renforcement des administrations en les gardant professionnelles, peu importe ce qui se passe dans le sphère politique. Je souhaite attirer votre attention sur les pays qui ont été mentionnés par Monsieur Traoré. Si on a la digitalisation, ce n'est pas la seule composante, mais on voit que quand on a des investissements, on a des progrès. Le Sénégal en est un exemple et j'attends avec impatience de voir ce que va faire la Côte d'Ivoire à l'avenir. Le Bénin aujourd'hui a adopté une stratégie ou est en cours d'adopter une stratégie de recettes à moyen terme, une SRMT. Voici des exemples, des bons exemples dans la région et les autres pays peuvent utiliser ces pays qui ont été couronnés de succès dans la mise en œuvre de leur stratégie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Sur l'élargissement de la base fiscale. Et donc, je comprends que ça répond implicitement à la question quand la politique fiscale peut être utilisée pour développer ou essayer d'inciter de nouveaux financements, exonération pour les investissements directs étrangers, exonération des revenus de l'épargne investie, par exemple, dans la dette publique domestique. Le Conseil venant, je dirais, des fiscalistes, c'est de privilégier l'élargissement de la base fiscale. Mais merci beaucoup, monsieur Traoré. Merci, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'élargissement de la base fiscale qui est vraiment le point d'ancrage des réformes, hein. Je pense que sur ce point, on est tous d'accord. Il faut poursuivre ces chantiers. Mais maintenant, comment le faire? C'est ça la difficulté. Soit on le fait en insérant des nouvelles matières qui ne sont pas imposées, que nous appelons les niches fiscales. On voit un peu le foncier en Afrique, c'est un domaine vraiment difficile à fiscaliser. On voit aussi le secteur primaire, c'est difficile. Il y a aussi la voie des dépenses fiscales qu'on peut réduire et puis augmenter, élargir l'assiette. Tout ça, c'est des mesures qu'on peut mettre en œuvre. Mais pour répondre à la question, quelles mesures on peut mettre politiquement en place, je vois déjà les réformes en matière d'administration, hein, qui sont vraiment nécessaires actuellement. Et la digitalisation est le meilleur moyen actuellement pour aller de l'avant. Maintenant, la question par rapport aux IDE, et que faire pour attirer les IDE, les incitations fiscales, le juste milieu? C'est très, très difficile de trouver un juste milieu. Je pense que les incitations fiscales vont toujours exister. Il faut chercher à les rationaliser en les évaluant, en retenant celles qui sont nécessaires et celles qui peuvent être contrôlées, suivies, et puis en supprimant celles qui vraiment n'ont pas de raison d'être. Donc, la réponse est mitigée. Elles sont difficiles à supprimer complètement, mais on ne peut pas aussi faire open bar, quoi. Voilà, donc c'est ce que nous faisons à l'UEMOA. Nous avons une politique en matière de dépenses fiscales. Il faut les évaluer systématiquement et il faut les réduire. Enfin, il y a la question du taux de pression fiscale. C'est vraiment toute la question qui est posée, comment y arriver. On a 5 points de retard par rapport à notre cible et nous sommes à 10 points de retard par rapport à ce que M. Mallet a dit, les pays émergents, 25% du PIB. Donc, le chemin est un peu long.
mais il y a des perspectives avec ces SRMT qui sont mises en place. Vous voyez des pays comme le Burkina et le Sénégal qui sont en train d'avancer. Nous attendons le Bénin et la Côte d'Ivoire qui sont aussi dans une bonne lancée. Il faut maintenir les réformes et puis s'y tenir, ne pas les démanteler. Et chaque fois qu'il y a des changements, il ne faut pas revenir en arrière. Il faut maintenir le cap. Voilà ce que je peux dire. Merci toujours pour cette réunion qui a été fort utile. La question qui a été posée aussi sur le cas spécifique des pays qui ont beaucoup de recettes pétrolières, de recettes publiques pétrolières et qui donc souffrent de la volatilité de ces recettes. Est-ce qu'il y a une façon particulière de les gérer? Alors, merci bien, Monsieur Cabriac, et merci bien la question. Effectivement, il y a, comme on dit, on est venu dans un monde trop vieux. L'expérience de la Finlande peut inspirer beaucoup de pays africains afin qu'ils s'inspirent de la réforme ou encore la politique qui est faite au niveau de la Finlande. La Finlande, la Norvège étaient des bons exemples sur les matières premières, en l'occurrence le pétrole. Alors, sur l'élargissement de l'assiette fiscale, ceux qui ont précédé ont tout dit, hein. Le problème, c'est qu'il faudra que l'élargissement de l'assiette fiscale soit aussi accompagné d'une très bonne communication. Alors, si la communication n'est pas faite au niveau de la population, parfois ils sont réfractaires pour suivre la réforme. Alors, si au préalable, en amont, il y a eu des communications et une bonne vulgarisation de la mesure, et je pense que les choses peuvent s'améliorer en ce sens. Merci bien. Merci beaucoup. Philippe, peut-être un ou deux commentaires pour clôturer avant M. Mali cette webinaire. Oui, merci Bruno. Bah, en fait, j'avais noté à peu près les mêmes choses que mes camarades. Je pense qu'on a une combinaison de facteurs. En fait, on ne peut pas avoir une solution, mais c'est bien une combinaison de facteurs. Effectivement, l'élargissement de l'assiette, comme l'a dit Madame Bauer, ça me paraît le plus évident qui peut se faire par la réduction du secteur informel. Ça va passer par des facilités pour les contribuables, par exemple avec la numérisation. Ça peut être fait par la traçabilité des paiements également. Donc je pense que tout ce qui tourne autour de l'élargissement de l'assiette, c'est une bonne chose. Je pense que les taux, c'est plutôt à la marge que ça joue, hein. Il vaut mieux avoir un petit taux sur une assiette large. Comme a dit l'intervenant précédent, je crois que c'est M. Traoré, en fait, dans les réformes, ce qui joue, c'est d'avoir un peu comme il y a en UMOA, une cible ou des cibles et une stratégie pour que progressivement les acteurs économiques sachent à quel niveau on va. Et pour la gestion des recettes pétrolières, je rebondis sur ce qu'a dit M. Judicaël. Il y a pas mal d'exemples de pays qui ont géré leurs recettes, les ressources les recettes tirées des ressources pétrolières dans un objectif précis. Et c'est vrai que si ces dépenses-là sont faites pour financer que des investissements en tant que tels et pas le besoin de financement état courant, on évite d'avoir une fiscalité qui est un peu chaotique et dans laquelle on finance le besoin de financement courant de l'État. Donc ça, je pense qu'il y a des exemples qui sont pas mal. Voilà, merci beaucoup. Merci Philippe. Donc M. Mali, il vous revient de conclure et j'ai envie de vous poser une question pour conclure. Est-ce que pour vous, alors c'est peut-être une question un peu intrusive pour les agences de notation, mais est-ce que pour vous le niveau de soutenabilité de la dette est plus élevé pour un pays qui a une stratégie crédible de mobilisation des recettes fiscales? Alors, tout d'abord comme vous savez, on peut pas donner de conseils ni de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, je vais répondre directement à votre question. Ce que l'on voit, c'est que les pays qui avaient clairement un objectif de gestion de la dette très avancé ont mieux intégré, ont mieux résisté aux chocs
qui ont eu lieu ces dernières années. Bon, je prends un exemple qui est connu, mais c'est aussi valable pour, par exemple, le Bénin, mais la Côte d'Ivoire a refinancé une bonne partie des maturités qui arrivaient à échéance pour pousser les maturités qui auraient dû en fait arriver à échéance en 2024, 2025, 2026 à après 2032. Donc en fait, le pays n'a pas de grosse maturité sur les marchés financiers à payer avant 2032. Cette stratégie, ils l'ont mis en place avant même le Covid. Et donc, ils ont passé cette période en arrivant à financer leur déficit de manière relativement aisée parce qu'ils n'avaient pas cette pression d'un eurobond très large qui arrive à maturité et ils ont pu, à travers des prêts auprès des partenaires ou des pools bancaires, financer leur déficit. Donc, cette proactivité qui ressemble à une stratégie aussi, il y avait vraiment une stratégie derrière à emprunter en euros parce qu'ils étaient membres de la zone CFA avec le PEG, mais aussi à vraiment être conscient que la gestion du profil de la dette est quelque chose où il faut être très proactif en anticipant des chocs, en fait, c'est trouver vraiment être la bonne stratégie pour ce pays. Donc, je dirais que les stratégies parfois peuvent ne pas être efficaces, mais en tous les cas, ça permet déjà de couvrir certains risques d'avoir une stratégie, à mon humble avis. Et je voudrais juste conclure en disant que même si ça semble compliqué, je pense que le continent et les pays vont y arriver. On a vu quand même une augmentation du PIB par habitant très importante dans certains pays. Et surtout, comme ça a été souligné, il y a une vraie volonté d'y arriver et de mettre en place, avec l'aide des institutions internationales comme le Fonds monétaire et d'autres, des stratégies pour augmenter les revenus. Pour la dette, ça reste un peu plus compliqué, comme je l'ai dit, du fait du niveau de dette actuel et des créditeurs actuels. En tout cas, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir conclu sur cette note très positive. Merci à nouveau à tous les intervenants dans ce webinaire et aussi à tous les participants et avec toutes mes excuses d'avoir prolongé d'un quart d'heure, mais je crois que la discussion en valait la peine, la durée de ce webinaire et en souhaitant une bonne fin de journée, notamment à ceux qui sont aux États-Unis. Nous, la journée commence à s'achever. Merci à tous.